Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel avis consacré au film du mois de juillet qui s'élève au nombre de 6. Sans plus attendre, je vais vous dévoiler mon avis, qui est ce qu'il est, sur ces 6 films. Sans abri est un film qui raconte l'histoire d'une famille américaine qui tente de survivre comme elle peut depuis que des aliens aveugles sont arrivés sur Terre. Ils adoptent du coup leur quotidien par rapport à un mode de vie très silencieux et ils ont l'avantage entre guillemets d'avoir une fille sourde, du coup ils sont capables de communiquer par la langue des signes. C'est un film qui est plus dans un genre fantastique que dans l'horreur, même si le cinéma d'horreur joue énormément sur le son. Ici, le son est utilisé à la fois dans la forme et dans le fond. Et dans le film, c'est vraiment une métaphore d'une société aliénée qui ne peut plus dire tout haut ce qu'elle pense. Le minimum de dialogue apporte beaucoup d'intimité, je trouve. Les silences ne sont pas des moments de malaise, mais au contraire, ils écoutent énormément. C'est là la force de l'excellent casting qui offre un rôle à une vraie sourde, ce qui apporte beaucoup plus, je trouve, à sa performance. Emily Blunt porte à la fois le poids du malheur et de l'espoir sur ses épaules, et du coup, il y a toute une atmosphère sonore qui est assez captivante et assez peu vue au cinéma. Aujourd'hui, on met du bruit partout, beaucoup de musique, tout ça. Ici, c'est vraiment assez minimaliste. Donc c'est une bonne surprise et je vous le recommande, même si vous n'êtes pas très film d'horreur ou au contraire. C'est un film assez particulier qui est beaucoup plus intéressant qu'on ne peut le croire. Ensuite j'ai vu Les Indestructibles 2, c'est une excellente suite qui regorge d'idées visuelles avec les super-héros et leurs super-pouvoirs et qui met beaucoup plus en avant en fait les super-héros comme des victimes. Il y a un échange des rôles entre les parents, pour coller avec notre façon de penser qui crée à la fois du comique et du dynamisme. Jack est à la fois un enjeu, un problème et un comic relief, puisqu'il est incontrôlable, et c'est probablement le personnage le mieux utilisé du film. Violette le roi a une intrigue secondaire aussi, mais pas vraiment flèche, qui est laissée au second plan, comme pouvait l'être Jack en fait dans le premier film. Donc là-dessus, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Je dois dire moi aussi, puisque dans le premier film, il y avait des scènes vraiment incroyables avec sa course. Il n'en est pas moins utile. Le rythme du film est très rapide, tout se passe très vite et avec plusieurs points de vue. Il y a assez peu de moments off par rapport au premier film qui s'étalait sur plusieurs années, dont toute une séquence carrément avec juste des dessins de presse qui étaient vachement bien. Et il nous montrait surtout le quotidien d'une famille assez plan-plan en fait au début. Et c'est pour ma part le plus gros défaut du film, il risque d'être moins culte que le premier par rapport à ça. Le méchant a un lien avec les super-héros, beaucoup moins intéressant aussi que Syndrome, qui trouvait son origine avec Monsieur Indestructible, mais je trouve que sa façon d'utiliser l'hypnose à travers les écrans offre des scènes originales et particulièrement effrayantes. Il dénonce ainsi l'utilisation abusive des écrans qui nous rendent mous et passifs, et comment on peut manipuler et stigmatiser l'image des super-héros, ou d'une communauté quelconque en fait. Donc voilà, c'est une très bonne suite et c'est un super film de super-héros que je vous recommande, mais je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Ensuite, j'ai vu Au Poste, qui nous raconte du coup l'histoire d'un homme interrogé dans un commissariat en fait, avec un style très particulier puisqu'il s'agit d'une réalisation de Quentin Dupieux. C'est mon premier Quentin Dupieux, donc je ne suis pas du tout initiée à ce cinéma-là. J'y suis allée un petit peu comme ça. C'est vraiment un cinéma très particulier pour ceux qui ne sont pas initiés. Il présente un univers qui semble être une dimension parallèle de notre monde, avec ses propres règles. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris, le casting est top, les dialogues sont mémorables et punchy, et il est court, donc si vous vous ennuyez ou si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce cinéma-là, vous ne perdrez pas trop votre temps puisqu'il ne dure qu'1h10 je crois, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai vu Paranoia, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est harcelée et qui se retrouve enfermée malgré elle dans un hôpital psychiatrique avec soi-disant son harceleur. C'est une déception pour ma part, j'ai trouvé le scénario très simpliste et l'utilisation de l'iPhone 7, puisque voilà, le film a été tourné en iPhone 7, très superficielle. Le méchant est le cliché du psychopathe hypersensible. Le harcèlement est assez peu mis en avant par rapport au quotidien du personnage, même si au début, on nous montre le personnage principal marcher dans la rue, et avec l'iPhone en fait, tenu à la main, on a l'impression que c'est le harceleur qui récupère les images pour lui-même. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un téléfilm un peu vieux en fait. Je trouve ça dommage car le harcèlement, surtout sexuel, est un sujet qui est moins tabou depuis l'affaire Weinstein à Hollywood,
et il aurait été intéressant de ressentir ce sentiment d'insécurité et oppressant que les victimes peuvent ressentir. Mais l'actrice principale tient une performance incroyable qui la détache de son rôle d'Elizabeth II dans The Crown, si vous l'avez vu, la série sur Netflix. Donc passez votre chemin, pour ma part. Sky Carter. Il y a eu Steve McQueen, Sean Connery, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Lee, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jackie Chan, Tom Cruise et désormais nous vivons dans l'ère de Dwayne Johnson, l'acteur le mieux payé de l'histoire. Ce film nous raconte l'histoire d'un homme qui va devoir sauver en fait sa famille, qui est prisonnier dans un immense immeuble qui est le plus grand du monde, qui est pris d'assaut en fait par des terroristes, tout ça, donc il y a de l'incendie, il y a des armes à feu, il y a plein de trucs. C'est beaucoup de scènes d'action qui sont assez variées, je dois dire. C'est un film qui est fait par Dwayne Johnson pour le mettre en valeur à travers des scènes d'action catastrophes, comme s'il était un petit peu le héros d'un jeu vidéo qui subit mais qui en même temps a des objectifs à atteindre, comme par exemple sauver sa famille tout simplement. Je soutiens cette théorie par la représentation en fait des médias qui du coup filment l'immeuble qui est en feu et qui se concentre beaucoup plus sur Dwayne Johnson qui tente de rentrer par exemple dans l'immeuble ou qui doit redescendre en rappel de l'immeuble contre les vitres, tout ça, qui se concentre plus du coup là-dessus que sur la présence des terroristes dans l'immeuble. Mais le film est de bonne facture, donc si vous aimez The Rock, vous allez certainement apprécier le film. Si vous n'aimez pas The Rock mais que vous êtes friand de ce genre de film, vous pouvez essayer. Si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, passez votre chemin. Mamma Mia 2, Here We Go Again, c'est la suite de Mamma Mia, quelle surprise. C'est un film du coup qui nous raconte l'histoire après Mamma Mia évidemment, et en même temps celle d'avant, puisque en fait le film contient deux histoires. Il remet en image les aventures de Donna, jeune, avec du coup ces trois hommes, et nous avons également du coup le présent avec Sophie, qui essaie de gérer l'hôtel comme elle peut depuis le décès de Donna. Il s'agit d'une comédie musicale qui mêle des chansons dansantes avec des chorégraphies dignes de Broadway et qui fait des transitions très intéressantes je trouve, avec des raccords et des effets spéciaux qui donnent l'impression que tout a été fait en même temps sur certaines séquences. Je pense notamment à la chanson où Sophie chante avec son amoureux qui est à New York, du coup ils ne sont pas du tout dans la même pièce, mais avec le montage et les effets spéciaux, on a l'impression qu'ils se chantent quasiment face à face. Après, il y a des éléments assez inintéressants, comme par exemple la mère de Donna, du coup la grand-mère de Sophie, qui n'est pas du tout intéressante. Les chansons donnent la pêche, et les aventures avec les garçons s'enchaînent de manière assez logique, sans que ce soit trop cliché. Si vous êtes fan du film, vous risquez d'être irrité de revoir la même histoire, mais d'un point de vue différent. Et surtout, vous allez trouver ça un petit peu bizarre par moment, puisque du coup, il revisite les histoires. Par exemple, on avait quelques éléments dans le premier film, qui ne sont pas réutilisés dans le deuxième. Par exemple, je pense au Suédois, qui a des tatouages par exemple sur les genoux, dans le premier film. Et dans le deuxième, ce n'est pas du tout montré. Donc ça peut créer un petit décalage, mais bon, ce n'est pas si dérangeant que ça. Mais si vous êtes fan de la comédie musicale en live, tout ça, vous y trouverez vos comptes, puisqu'on retrouve vraiment une bonne ambiance, du romantisme et une mise en scène punchy. Voilà, du coup, c'est tout pour moi pour ces 6 films vus au cours du mois de juillet 2018. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu bilan mensuel, mais je suis plutôt contente parce que j'ai vu des films assez variés et je serais très curieuse du coup de découvrir ce que vous en avez pensé. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine.